Bonjour à tous. En attendant un petit peu la présentation, je vais vous dire que je suis ravie d'être là pour le Big Day, pour pouvoir parler un peu de mon projet de recherche et en particulier du lien entre la médecine personnalisée et le machine learning. Je sais pas. Merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'une question de recherche et on va essayer petit à petit d'essayer d'y apporter des réponses. Donc, la question, c'est la suivante. On a une cohorte de patients pour une pathologie donnée et on voudrait savoir s'il serait possible de les diagnostiquer de manière un peu plus fine. Donc, en d'autres termes, on aimerait créer des sous-groupes de patients, voir s'il y a des sous-types de cette maladie, afin d'améliorer le diagnostic et donc, pourquoi pas, de proposer des traitements qui pourraient être plus adaptés au type de patient. Donc ça va nous faire revenir d'abord sur la notion de médecine personnalisée. L'idée, elle vient du fait tout simplement qu'on est tous différents, tous les individus sont différents. Alors on dit souvent que la médecine personnalisée, c'est déterminer pour le bon patient, le bon traitement, à la bonne dose et au bon moment. Et en fait, nous, ce qu'on fait, étant donné qu'on parle de sous-groupe de patients, c'est de la médecine stratifiée plus que de la médecine personnalisée. Et on voit assez facilement comment la révolution numérique, elle a pu aider à l'essor de la médecine personnalisée, donc notamment avec l'augmentation des capacités de stockage ou de calcul. Et donc maintenant, on est capable aujourd'hui pour chaque individu de récolter des données, de les stocker et de les analyser. Donc si on revient à notre question de recherche initiale, comment essayer de former des sous-catégories de malades pour améliorer le diagnostic. La première chose à laquelle on peut penser, c'est essayer de trouver une bonne représentation des données pour chaque patient. Nous, notre proposition, c'est d'utiliser des réseaux. Les réseaux, il y en a un peu partout. On connaît les réseaux routiers, les réseaux sociaux, les réseaux informatiques, par exemple. Donc un réseau, c'est constitué de nœuds et c'est constitué d'arêtes qui représentent la relation entre ces nœuds. Il y a plusieurs sous-types de réseaux. Par exemple, on peut citer les réseaux pondérés ou non pondérés. Donc, si le réseau est non pondéré, par exemple, on saura juste si un nœud ou une arête est présente ou non. S'il est pondéré, là, on pourra lui associer un poids. Un autre sous-type de réseau, ça va être les réseaux orientés, par exemple. Donc là, une arête, par exemple, ici, une arête, ce n'est pas une flèche, c'est juste un segment, donc il est non orienté, mais la relation, elle pourrait aller du nœud A au nœud B. Dans ce cas-là, il s'agirait d'un réseau orienté. Il y a plusieurs avantages à utiliser le réseau. Donc, comme on l'a vu, on parle de ces relations entre nœuds, donc de relations entre variables. Ça veut dire qu'au-delà d'étudier l'impact de chaque variable, par exemple, sur une maladie, on va pouvoir étudier également l'interaction entre ces variables. Donc on ajoute de l'information. Un autre avantage de représenter les données avec des réseaux, c'est que c'est une structure qui est assez flexible. On peut avoir à la fois un point de vue général sur le réseau, un point de vue global, mais en même temps, si on veut, on peut se focaliser sur une sous-partie. Donc par exemple, un module, une partie du réseau qui est particulièrement densément connectée, ou un nœud qui est particulièrement relié à beaucoup de nœuds. Et enfin, un dernier avantage d'utiliser les réseaux, ça va être que c'est assez facile de superposer à un réseau des connaissances extérieures, donc par exemple des connaissances biologiques. Donc maintenant, on a une idée de comment on pourrait représenter nos données pour qu'elles soient plus informatives et pour pouvoir répondre à notre question de recherche plus facilement. Je vais maintenant parler plus en détail de comment on pourra faire en pratique pour développer cette méthode. Alors, une fois qu'on a représenté chaque personne avec un réseau, on va maintenant vouloir les comparer. Mais avant de les comparer, on va essayer de vouloir diminuer les différences entre ces réseaux qui ne sont pas dues aux facteurs qui nous intéressent. Donc ici, la maladie, c'est ce que j'ai appelé là, réduire l'hétérogénéité. Dans cette petite partie de la présentation, je vais un tout petit peu m'éloigner des réseaux individuels, des réseaux qui sont associés à des personnes, et je vais parler de réseaux d'épistasie pour illustrer l'exemple.
l'épistasie, qu'est-ce que c'est? L'épistasie, ça arrive quand on a un effet d'une combinaison de gènes sur un phénotype. Donc, dans un réseau d'épistasie, les nœuds, ça va être une unité génétique, donc par exemple un gène, et il y aura une arête entre deux nœuds s'il y a un effet de la paire de gènes sur le phénotype. Alors c'est important de noter que souvent, quand on fait une analyse d'épistasie, en fait, finalement, on ne travaille pas à l'unité avec des nœuds qui sont des gènes. Pour des questions pratiques, on travaille avec des SNP. Donc des SNP, pour faire un rapide rappel, c'est une variation d'une paire de bases à un endroit particulier du génome et qui arrive chez au moins 1% de la population. Et donc, c'est une échelle qui est plus petite que le gène. Et donc, ce qu'on va essayer de montrer dans cet exemple, c'est que l'unité de recherche, donc nos nœuds, ça va être un facteur extrêmement important pour la suite, pour avoir des résultats qui sont plus interprétables, plus robustes aussi. Également, la manière dont on construit nos arêtes et la manière dont on filtre nos arêtes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et pour illustrer ça, on a pris un exemple avec des données réelles. Donc on a une cohorte d'environ 70 000 patients, dont la moitié sont des contrôles, donc des individus sains, et l'autre moitié, ce sont des personnes qui sont atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par exemple la maladie de Crohn. Et donc on a développé l'analyse suivante. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que d'abord, on va détecter l'épistasie au niveau des SNP. Donc, on va regarder quelle paire de SNP est associée au phénotype. Ensuite, on va décrire plusieurs manières de pouvoir associer un SNP à un gène. Donc, par exemple, la première manière à laquelle on peut penser, c'est utiliser les positions dans le génome, donc une notion de distance, tout simplement. On va mettre une distance maximale, et si notre SNP il est à une distance inférieure à cette distance maximale d'un gène, alors on va pouvoir associer ce SNP à ce gène. Ça, c'est une première possibilité, c'est ce que j'ai appelé ici standard, mais on va aussi tester d'autres associations donc, qui sont basées plus sur de la biologie vraiment. Par exemple, on utilise des données d'expression de gènes ou des informations qui sont liées aux chromatines. Donc voilà, maintenant on a un réseau de SNP et on a une manière de passer d'un SNP à un gène. Et ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est passer de ce réseau de SNP à un réseau de gènes. Donc pour ça, on va utiliser une méthode statistique qui s'appelle ATPM, Adaptative Truncated Product Methodology, qui va nous permettre d'agréger en fait des résultats de tests statistiques au niveau des SNP à une échelle plus grande, donc ici à des gènes. On a maintenant nos réseaux gènes et la dernière étape qu'on va appliquer, c'est filtrer nos arêtes, donc filtrer nos paires de gènes. On réduit notre espace de recherche pour garder uniquement les arêtes qui nous paraissent les plus pertinentes. Donc en fait, on va tout simplement garder les interactions gène-gène qui ont déjà été découvertes, dont on a déjà entendu parler dans d'autres études. Donc on applique ça à notre cohorte. Et donc ça, c'est un extrait des résultats. Il y a plusieurs choses qu'on voit. La première chose, c'est que quand on utilise différentes manières d'associer un SNP à un gène, eh ben, on trouve des réseaux très différents à la fin, comme par exemple ces trois réseaux-là. Et on voit que quand on associe un SNP à un gène en intégrant de la biologie dans la manière dont on le fait, eh ben, on obtient des réseaux plus robustes et aussi plus facilement interprétables. Par exemple, on arrive à retrouver pas mal de connaissances à propos de cette maladie, donc des choses qui ont déjà été découvertes, mais en même temps, on obtient aussi des nouveaux signaux qui pourraient potentiellement être associés à la maladie. Donc, pour revenir à notre question de recherche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être très important dans la manière dont on construit nos réseaux individuels, nos réseaux pour chaque malade, de bien choisir ce que va être notre nœud, et également de bien construire nos arêtes. Par exemple, ça peut être en ajustant pour des facteurs de confusion pendant la création de notre réseau. Et ça peut être également de se focaliser sur uniquement des régions importantes de nos réseaux. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment chercher à créer des groupes de malades. Alors, notre question de recherche, elle a quelques spécificités. La première chose, c'est que
on ne connaît pas nos groupes, en fait. C'est pas comme si on voulait prédire qui est malade et qui est pas malade. À ce moment-là, ce serait de la prédiction supervisée. On connaît nos groupes, malades, pas malades. Là, on ne connaît pas vraiment nos sous-groupes. Donc, c'est non supervisé. Et dans ce cas-là, on appelle ça du clustering. La deuxième spécificité, c'est qu'on ne connaît même pas, en fait, le nombre de sous-groupes qui est pertinent. Donc, ça va être quelque chose qui va devoir être déterminé par notre algorithme. Et la troisième chose, c'est qu'on aimerait bien intégrer des notions de statistiques en fait, dans notre méthode pour pouvoir, par exemple, associer une p-valeur, dire ces groupes ils sont vraiment significativement différents. Ça, c'est ce qu'on propose de faire. On part de nos réseaux individuels à gauche. La première chose qu'on fait, c'est calculer des distances ou des similarités entre chaque paire d'individus. Donc, il y a déjà beaucoup de distances pour les réseaux qui existent. Et on va choisir celle qui est la plus pertinente, en général selon deux critères. Le premier, c'est les spécificités de notre réseau. Est-ce que, par exemple, c'est un réseau qui est pondéré ou non? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui nous intéresse, en fait? Est-ce qu'on veut simplement comparer la structure de deux réseaux? Ou alors, est-ce que les nœuds, les noms des nœuds sont également importants? Par exemple, nous, on a des réseaux ici de gènes. C'est les mêmes gènes pour tous les individus. C'est important, ce sera important de comparer le gène A de l'individu 1 au gène A de l'individu B. Donc ça, c'est la première chose, calculer des distances entre chaque paire d'individus. Et ensuite, on va se servir de cette matrice pour l'utiliser dans un regroupement hiérarchique. Et donc ça va nous permettre de créer quelque chose de la forme de cet arbre-là. Donc en fait, le principe, c'est au départ, si on le fait de manière ascendante, chaque personne a son propre groupe. Et en fait, plus on remonte, on rassemble les gens en classes de plus en plus grandes. Donc quand on obtient cet arbre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer du haut et on va le diviser en deux. Donc ça va nous donner deux potentiels groupes. Ce qu'on fait là, c'est pour déterminer combien on aura de groupes au final, en fait. Et donc, une fois qu'on a ces deux groupes, on va appliquer un test statistique sur lequel je vais revenir. Et si on trouve que ces deux groupes sont statistiquement différents, alors on va répéter l'opération dans chacun des deux sous-groupes. Si par contre on trouve qu'ils ne sont pas significativement différents, bon, il n'y a pas de groupe, on s'arrête là. Donc on va faire ça petit à petit, en n'oubliant pas de corriger pour le fait qu'on fait beaucoup de tests, donc on a des tests multiples. Et pour revenir sur ce test en question, donc c'est un test qui est inspiré en fait de Permanova, donc, qui est basé sur des permutations et qui a été adapté au fait qu'on travaille sur des réseaux, donc on utilise des distances de réseau, et aussi on a enlevé cette notion de moyenne dans le test, puisque la notion de réseau moyen, c'est pas quelque chose de forcément évident. Et dans ce test, on a aussi pris en compte le fait qu'on se base sur un arbre, donc ça pourrait biaiser nos résultats et on voudrait éviter d'avoir trop de faux positifs. Donc voilà, on termine maintenant avec nos groupes. On a à présent nos groupes de malades. Pour pouvoir vérifier si notre méthode elle a du sens, bon, d'abord on a vérifié si on n'avait pas trop de faux positifs, mais je ne l'ai pas montré ici. Et ensuite, on a essayé, dans l'autre sens, de voir si on retrouvait bien nos vrais positifs, si on simule des données avec des réseaux qui appartiennent à des groupes, est-ce qu'on retrouve bien ces groupes? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une baseline, donc on choisit des paramètres et on observe les résultats. Et ensuite, pour chaque colonne un peu plus à droite, on change un paramètre à la fois et on étudie l'impact de ce paramètre sur les résultats. Ici, les résultats, ils ont été mesurés avec l'indice de Jacquard. C'est une mesure de performance qui est basée sur la similarité entre deux partitionnements. Donc ici, les deux manières dont on a créé nos groupes, la vraie réponse et ce qu'on a trouvé avec notre méthode. Donc plus c'est proche de 1, mieux c'est, plus le résultat est bon. Ici, on voit que c'est globalement assez proche de 1. Et par exemple, si on prend une colonne où ça l'est moins, donc celle-ci, perturbation 1, perturbation 2, donc on pourrait essayer de chercher à comprendre pourquoi. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a diminué les différences entre les groupes, mais par contre, on a augmenté les différences au sein d'un groupe. Donc on a diminué la variance
intergroupe et on a augmenté la variance intergroupe. Bon, je me suis un peu mélangée. Et donc, ça fait du sens, en fait, que ça soit plus difficile de retrouver les groupes dans ce cas-là. Donc, on l'a ensuite appliqué à des données réelles, mais je vais passer pour des questions de temps. Et la dernière chose qu'on va vouloir faire, c'est maintenant qu'on a nos groupes de malades, donc potentiellement des sous-types de notre maladie, on va essayer pour chaque groupe d'obtenir une unique représentation de celui-ci. On voudrait avoir un seul réseau par groupe qui résume, qui synthétise les informations de ce type de malade. Donc pour ça, on s'est à nouveau basé sur des simulations. On a en fait inféré un réseau qu'on appelle un vrai réseau et des réseaux qui le représentent de manière imparfaite, qu'on appelle des réseaux partiels. Et à partir de ces réseaux partiels, on va essayer de retrouver le vrai réseau. En fait, ce qu'on va essayer de prédire, c'est la valeur des arêtes 0 ou 1. Est-ce que l'arête est présente ou non dans le vrai réseau? Alors pour ça, on a testé 3 méthodes de machine learning différentes. On a testé K-means, qui est vraiment une méthode très classique qu'on utilise souvent quand on veut comparer nos méthodes à celles de base dans le clustering. On a utilisé une méthode de latent class analysis et on a utilisé une méthode de similarity network fusion qui a été développée pour les données génétiques. Dans ce cas-là, la mesure qu'on a utilisée pour évaluer la performance de notre modèle, c'est basé sur le F1 score. Parce qu'en fait, c'est une mesure qui permet de comparer la précision pour deux groupes quand on a ces groupes qui ont des tailles potentiellement très différentes. Et ici, en l'occurrence, on sait qu'on va avoir un groupe qui est plus gros et qui correspond à les arêtes ne sont pas présentes. En fait, on s'attend à avoir beaucoup plus d'arêtes de réseau qui ne sont pas présentes que d'arêtes de réseau qui sont présentes. Donc, on teste nos méthodes pour différents paramètres, par exemple pour des réseaux qui ont différentes tailles, plus ou moins de nœuds, qui sont plus ou moins denses, ou si on prend par exemple plus ou moins de réseaux imparfaits pour retrouver le vrai réseau. Et ce qu'on observe de manière générale, c'est que la méthode de latent class analysis, c'est a priori celle qu'il faudrait favoriser si on voulait retrouver un vrai réseau. Donc pour notre question de recherche, si on veut inférer une seule représentation pour tout le groupe de malades, c'est probablement ce genre de méthode qu'on va favoriser. Donc, si on revient au départ et qu'on refait le cheminement de tout ce qu'on a vu, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'il est possible de trouver des sous-types de maladies, des sous-groupes de patients, pour essayer de faire des diagnostics un peu plus fins et donc potentiellement de proposer des traitements pour chaque sous-groupe de malades, et donc des traitements qui auraient une plus haute probabilité d'être efficaces. La première idée qu'on a proposée, c'était de représenter les données de chaque personne avec des réseaux pour essayer de maximiser l'information qu'on peut y trouver. Ensuite, la deuxième chose qu'on a proposée, c'était de bien, en quelque sorte, nettoyer ces réseaux et de bien filtrer ces variables, ce qui sont d'ailleurs des étapes de machine learning tout à fait classiques, et c'est en général ce qu'on fait au tout début de n'importe quelle analyse de machine learning. Ensuite, on crée réellement nos groupes de malades avec ces méthodes non supervisées. Et puis, à la fin, on résume chaque groupe de malades par un seul réseau, puisque ce sera plus facile de comparer ensuite les sous-groupes de malades pour voir vraiment ce qui les différencie, pour voir potentiellement ce qui est impliqué, quels mécanismes biologiques sont impliqués pour chaque groupe de malades. Donc, avant de terminer, je voulais juste ne pas passer sous silence le fait que la médecine personnalisée, c'est quand même un domaine qui est sujet à débat. Moi, ici, là, je l'ai présenté de manière positive, mais il y a quand même des personnes qui disent qu'il faut faire attention. Par exemple, il peut y avoir des risques éthiques, notamment pour l'accès à cette médecine personnalisée. Est-ce que ça va être réservé par exemple seulement aux pays développés, ou même dans les pays développés seulement aux personnes les plus riches? Même en pratique, quand on parle de médecine personnalisée,
ce qu'on a souvent à la fin, c'est une probabilité d'être malade. Ça ne veut pas dire qu'on aura la maladie. Ça veut pas dire, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'on l'aura, si on l'a. Et même si on l'a, ça ne veut pas dire qu'on saura la soigner. Donc il y a ce genre de choses sur lesquelles, voilà, je ne voulais pas non plus faire de la propagande pour la médecine personnalisée. Je voulais aussi mentionner le fait que les réseaux, c'est bien, mais ce n'est pas non plus la solution à tout. Si ce qu'on étudie, ça n'a pas vraiment de sens de le présenter sous forme de réseau, il ne faut pas le présenter sous forme de réseau. Voilà, il faut quand même qu'au départ, on voit que cet objet il puisse avoir ce type de représentation. Et pour finir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite pour améliorer nos méthodes, déjà, on pourrait l'adapter à plus de types de réseaux, parce qu'il y a des petites parties de la méthode là, qui sont valables que pour certaines sous-catégories de réseaux. Et puis, ce qui se fait de plus en plus couramment, c'est d'intégrer plusieurs sources de données. Donc là, par exemple, moi, j'ai beaucoup parlé de données génétiques, mais on pourrait rajouter des images, en fait. On pourrait, par exemple, avoir des images des tumeurs et ajouter ça en entrée de notre modèle pour essayer d'augmenter les performances de nos méthodes. Donc voilà, je vais en profiter pour remercier mes collègues et n'hésitez pas si vous avez des questions et notamment, comme c'est le Big Day, si vous avez des questions sur tout ce qui est après-master, thèse, pas thèse, thèse à l'étranger, pas thèse à l'étranger, hein, tout ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas. Donc, pour la partie questions, la partie questions, on va vous inviter du coup à vous asseoir. On a déjà une question du coup du live. Il y a un micro là, normalement, je sais pas si... Ouais. Vous avez le micro, normalement. Alors, nous avons une question du live du coup de... Le micro marche pas pour Il marche pas? Est-ce que c'est bon ou pas au niveau des micros? 1, 2... Ah, là c'est mieux, là, oui, effectivement. Peut-être qu'il n'est pas assez avancé, ceci dit. Est-ce que là c'est mieux? Tout le monde m'entend? Là, nickel, nickel. Ok. Donc une question de Vivian à propos des nœuds centrés. Les nœuds centrés ont plus de force que les nœuds du bord. Je n'ai pas compris le calcul de Jacquard. Tu le fais une fois le réseau créé ou pas? Enfin, comment ça se passe? Alors, je ne crois pas avoir parlé de nœuds centrés. Je ne sais pas exactement ce qu'on entend par là. Mais pour l'indice de Jacquard, donc c'est une fois qu'on a... donc c'était à quel moment l'indice de Jacquard? C'était une fois qu'on avait créé nos partitions. C'était pour vérifier. Ah oui, voilà, je me souviens. Donc, en fait, c'est une fois qu'on a nos réseaux, on a même créé nos groupes de réseaux. En fait, on l'a fait de manière non supervisée, mais dans nos simulations, par exemple, comme c'est nous qui avons simulé nos réseaux, on sait quel groupe on a fait en réalité. Et donc, on va comparer les groupes qu'on a inférés, ceux qu'on a trouvés avec notre méthode, aux groupes qui sont les vrais groupes, en fait. Donc, c'est cette étape-là qu'on fait avec l'indice de Jacquard. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il nous redira, du coup, si tout va bien. S'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a 2 personnes. Oui. Ah, là-bas, il y en a une. Hop. Ah, il y a une question là-bas. Ah non, il y a Raphaël à gauche, c'est bon. Question naïve, quand tu as parlé de d'épistasie au début, c'est quoi l'hypothèse biologique derrière le fait d'aller chercher des paires de SNP associées à un phénotype? Pourquoi des paires de SNP? Donc l'épistasie, en fait, on parle souvent de 2 sortes d'épistasie. On a une définition biologique, donc quand on observe qu'il y a un impact de paires de gènes sur un phénotype, mais on a aussi une définition qui est plus basée sur les statistiques et donc qui est plus faisable en pratique. Et donc on regarde qu'il y a un effet de la combinaison d'allèles sur le phénotype. Et en fait, donc effectivement, c'est quelque chose qui est sujet à débat. Il y a il y a une communauté qui pense que c'est pas, enfin, il n'y a pas de base biologique à ça.
Et d'ailleurs, la variance de la maladie qui est expliquée par cette épistasie, elle serait assez faible. Mais en fait, ce qui est aussi... et d'ailleurs, il y a des études en fait, qui montrent que ce qu'on observe en tant qu'épistasie, donc par exemple, si on simule que des main effects, donc des effets de SNP indépendamment sur un réseau, on va quand même pouvoir retrouver de l'épistasie, donc qui sera de l'épistasie qu'on appelle l'épistasie fantôme, qui est en fait fausse. Et donc ça, c'est ce qui est souvent dit par la communauté qui pense que biologiquement, c'est pas soutenu cette épistasie. Mais à l'inverse, si on fait l'hypothèse inverse, en fait, que dans la réalité, toutes les choses sont connectées en fait les unes aux autres. Et si, par exemple, on simule quelque chose où la vérité, c'est qu'il y a de l'épistasie, mais qu'il n'y a pas de main effect, eh ben, on va quand même en trouver de la main effect. Donc en fait, selon l'hypothèse de base qu'on prend, on va trouver soit de l'épistasie fantôme, soit de l'épistasie au niveau des main effects. Donc en fait, ça dépend de la manière dont on voit les choses. Est-ce qu'on pense que les choses biologiques sont reliées? Est-ce qu'on pense que les choses biologiques devraient être plutôt prises une à une? Voilà. Très bien. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le public. Je ne vois pas très bien avec la lumière. J'avais une petite question. Du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à faire une thèse du coup? Et puis comment ça se passe de faire une thèse dans un autre pays du coup? Est-ce qu'il y a des particularités, des caractéristiques particulières et des précautions à prendre? Oui. Alors, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est mes stages. J'ai fait donc un stage en M1, un stage en M2, et dans les deux cas, c'était dans des hôpitaux, et donc attachés à des universités. Et tout simplement, ces stages m'ont beaucoup plu. Donc j'ai décidé de continuer, d'autant plus que même les sujets en fait m'ont beaucoup plu. Donc j'ai cherché à faire une thèse dans les mêmes sujets. Donc le choix, ça a été plutôt fait par attrait par rapport au domaine et à la manière de travailler également. Ensuite, donc si je dois parler des différences avec le fait de la faire à l'étranger ou en France, une première différence que je vois, c'est que souvent, c'est pas exactement la même durée. Souvent, en France, c'est 3 ans, si je me trompe pas. À l'étranger, c'est assez régulièrement plus long. Par exemple, en Belgique, là où je suis, c'est souvent 4 ans. Donc, c'est déjà une première différence. Ça dépend de ce qu'on préfère. Après, il y a peut-être aussi une différence au niveau de l'anglais. Alors, si on fait de la recherche, on va forcément parler anglais dans tous les cas. Mais par exemple, moi, en Belgique, je suis dans la partie francophone, en Wallonie. Et pour autant, j'ai absolument aucun collègue qui parle français. Donc, il faut quand même avoir, pareil, un certain attrait pour l'anglais si on veut le faire à l'étranger. Et puis, peut-être une dernière différence que je vois, c'est peut-être au niveau de la rémunération. Souvent, on a tendance à dire, alors à tort ou à raison, qu'en France, on est quand même un petit peu moins bien payé quand on fait une thèse. Voilà. Ouais, c'est un argument de poids en soi. Ça peut rentrer en compte. Ouais. Quelles sont les perspectives que vous voyez, vous, après une thèse Alors, après une thèse, on peut soit continuer dans la recherche, soit aller en entreprise, ou on peut même monter son entreprise, évidemment. Pour ma part, a priori, je serais plus pour faire ce qui s'appelle un postdoc, donc continuer dans la recherche. Mais il est aussi possible de faire à la fois de la recherche et faire de la recherche en entreprise, en fait. Donc on peut lier les choses, en fait. C'est pas parce qu'on fait une thèse en université qu'on pourra plus jamais retourner en entreprise. C'est pas parce que... il y a pas mal de possibilités ensuite, par la suite, de déboucher. Et on peut revenir en France. Il y a pas... Est-ce que vous savez s'il y a des réticences particulières, par exemple, pour être embauché, par exemple, après dans une boîte privée quand on a fait une thèse ou pas? Alors, quand j'étais en master, on m'a souvent parlé du fait que si on était, par exemple, surqualifié, ça pouvait être un frein pour être embauché. Donc, par exemple, si on a une thèse et qu'ensuite on veut aller dans une entreprise qui aurait pu nous embaucher simplement avec un niveau master, peut-être que ça va poser problème.
Moi, dans la pratique, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vu, c'est pas vraiment quelque chose dont j'ai entendu parler par mes collègues, par exemple. Donc peut-être qu'encore une fois, ça vient du fait que j'ai pas rencontré ce genre de situation en France, donc peut-être que c'est différent ici, mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un frein pour la suite. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces questions. J'en aurais d'autres, plus par rapport du coup à votre présentation. S'il y a d'autres personnes dans le public... Ah oui, je voyais pas bien. Bonjour, merci de votre présentation. C'était pour en fait revenir sur les SNP. Quand vous les classifiez, est-ce que vous devez faire une sélection du nombre de SNP que vous avez pour considérer le gène dans votre réseau? Et quand il appartient à plusieurs gènes, est-ce que vous l'utilisez 2 fois dans le réseau, comme s'il était dans les 2 gènes? Ou est-ce que vous devez faire un choix aussi au niveau du gène qui va représenter? Alors oui, c'est une bonne question. En fait, particulièrement quand on associe un SNP à un gène en utilisant par exemple des données d'expression de gène, finalement on associe un SNP à potentiellement beaucoup de gènes. Et donc ça peut être une difficulté par la suite pour interpréter nos réseaux, parce que ça fait des réseaux très densément connectés et il y a potentiellement beaucoup de ces connexions qui en fait sont juste du bruit finalement. Donc ce qu'on fait, c'est que on garde toutes ces associations entre SNP et gènes, mais par contre ce qu'on va filtrer par la suite, c'est en fait les interactions gène-gène. C'est pour ça qu'en fait on a gardé que celles qui étaient plausibles de manière biologique. C'était notamment pour ce genre de problème où on a un SNP qui est associé à beaucoup de gènes, et c'est pas ce qu'on veut. C'est plutôt un filtre a posteriori qu'on applique. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Dans ce cas-là, moi, je vais rebondir. Est-ce que la médecine personnalisée, c'est déjà quelque chose qui a des applications concrètes, par exemple, à l'hôpital, ou est-ce que c'est toujours en développement Non, il y a déjà des applications concrètes. Alors, il me semble que ça a été particulièrement utilisé en oncologie, donc notamment pour la cancérologie mammaire et pour la leucémie. Ce qui est fait dans ces cas-là, c'est qu'on étudie les tumeurs des malades, et parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas un seul type de cancer. Finalement, pour un cancer donné, il y a plusieurs sous-types. Et donc, c'est déjà quelque chose qui est développé, de regarder ces sous-types de cancer pour pouvoir traiter plus précisément les malades selon leur sous-type. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez qu'il ne fallait pas forcément essayer de faire du réseau pour faire du réseau. Il fallait que fallait que ça réponde à une question concrète. Dans quel cas vous verriez vraiment l'utilisation de réseau comme un réel bonus, et dans quel autre cas ce serait plutôt accessoire et où il faudrait mieux s'en passer? Donc, par exemple, si on a des données qu'on imagine facilement en tant que réseau, donc par exemple, si on étudie, je sais pas moi, le réseau aérien, ce genre de choses, bon, bah là, on voit facilement qu'on lit des villes, par exemple. Là, ce sera probablement une bonne idée de le représenter sous forme de réseau. Par contre, si ce qu'on étudie, ça n'a pas l'air de ressembler à un réseau, et qu'on le force à le représenter en tant que tel, en étudiant les interactions entre les variables en question, et bien, ce qu'on risque de faire, en fait, c'est tout simplement d'ajouter du bruit. En plus de ça, les réseaux, c'est quand même une structure particulière. Il faut des méthodes un peu spécifiques pour les analyser. Donc, on risque de complexifier le problème pour pas grand-chose. On va potentiellement avoir besoin de plus de capacité de stockage et de temps de calcul pour finalement pas améliorer nos résultats. Donc, voilà, les réseaux, c'est bien, mais à utiliser quand c'est pertinent. Donc, il faut déjà un a priori, du coup, pour utiliser ces réseaux, avoir déjà une idée peut-être de la structure. De la structure, oui. Ouais. Après, on peut toujours essayer. Hein. On peut toujours essayer, mais c'est sûr que si on étudie le métro, bon ben, ça se voit facilement que ce sera possible d'utiliser des réseaux. Là, vous parliez justement du métro. Est-ce qu'il y a d'autres applications dans lesquelles on pourrait utiliser des réseaux d'autres exemples dans la vie de tous les jours ça a par exemple été utilisé pour comparer justement dans le réseau aérien.
on essayait de comparer voir si on pouvait regrouper les compagnies aériennes selon les trajets qu'ils font. Et en fait, quand on faisait du clustering sur ces trajets aériens, on voyait que finalement, ce qu'on arrivait à regrouper, c'était les petites compagnies, plutôt je crois que c'était les compagnies low cost et les compagnies plus communes. Donc bon, là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces résultats, mais du coup, on observait qu'il y avait vraiment des différences dans les trajets pour ces compagnies aériennes. Après, il y a des bases de données aussi qui sont disponibles de manière publique. Je pense notamment à une qui s'appelle Mutag. C'est des composés, c'est un nom un peu particulier dont je ne me souviens pas, nitro quelque chose. En fait, on a deux types de composés. On a des composés qui ont un effet mutagène sur la salmonella et une partie des réseaux des composés qui n'en ont pas. Et on arrive à les différencier en étudiant les réseaux. Donc ça peut être, par exemple, dans ce cadre-là, pour étudier la mutagénicité de quelque chose. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Merci beaucoup pour cette présentation, Diane Duroux.